Bonjour. Comme ça vient d'être dit, quand j'étais petit, j'étais agronome et après j'ai mal tourné. J'ai fait donc de l'économie, je suis chercheur au département d'économie du CNRS. Vous savez, l'économie, on en parle ici. Au 19e siècle, Thomas Carlyle, en discutant de l'intérêt de réintroduire l'esclavage dans les Indes orientales, avait appelé l'économie de dismal science, la science lugubre, parce qu'elle le conduisait à des conclusions qu'il réprouvait lui-même au plan éthique, mais qu'il avait l'impression qu'il y avait une logique derrière, et c'était quelque chose qui ne lui plaisait pas du tout. Et c'est à peu près le sujet de mon intervention. C'est-à-dire, je pense que dans cet enthousiasme général pour c'est nécessaire, on va y arriver, il faut le faire, je vais plutôt vous parler de tout un tas de contraintes auxquelles on est confronté lorsqu'on veut faire des choses. Et donc, en quoi je pense que c'est efficace de trouver un équilibre entre l'enthousiasme sans lequel on ne fait rien, les croyances optimistes, plus ou moins fondées, mais qui font qu'on se lève de bonne humeur le matin. Et puis ne pas... Enfin, vous savez, dans les optimistes et les pessimistes, on dit toujours les pessimistes, les optimistes sont ceux qui savent que le monde est mauvais et les pessimistes, c'est ceux qui le redécouvrent tous les matins. Et je vais essayer de vous rendre très optimiste. Donc, on y va. Donc, si on parle de biodiversité et d'emploi, donc, comme l'a gentiment dit Emmanuel, c'est pas ma spécialité. Donc, je crains que cet exposé soit pas terrible et moins, ou en tout cas moins enthousiasmant et moins sympa que les précédents. Mais il y a 15 jours, j'ai fait dans cette pièce un exposé sur l'évaluation de la biodiversité. Je me suis dit que je ne pouvais pas refaire le même. Accessoirement, il avait duré 40 minutes, donc c'était une bonne raison pour ne pas refaire le même. Et donc, si on s'intéresse à cette question désagréable, par quoi j'ai commencé? Oui, on peut commencer par le voir positivement. Donc, par exemple, le Conseil économique, social et environnemental a sorti un rapport porté, alors évidemment, il n'y a pas de hasard, par M. Bougrain-Dubourg, qui est le président de la LPO, en disant, la biodiversité, la préservation de la biodiversité, porteuse de plein d'emplois, des emplois directs, des emplois induits, des emplois facilités. Mais bon, on a parlé de ça depuis ce matin, donc voilà, oui, il y a même des chiffrages, on va en dire un mot. Évidemment, c'est toujours assez enthousiasmant, parce que non seulement ça développerait l'emploi, en plus ça le développe dans un sens plus harmonieux dans les relations entre la société et la nature. Donc on a tous envie très fort d'y croire. Mais malheureusement, il y a un deuxième slide avec toutes les déclarations que j'ai trouvées en tapant il suffit de taper quelques mots-clés sur Google, on en trouve des centaines. C'est-à-dire, c'est tout un tas d'organisations qui, notamment autour du vote et des discussions parlementaires sur la loi de la biodiversité, ont mis en avant toutes les craintes, les inquiétudes sur le fait que quand on protège la biodiversité, ça se fait au détriment de l'emploi. Alors le machin qu'on trouve le plus, c'est l'interdiction des néonicotinoïdes qui ferait une catastrophe pour l'agriculture, mais on trouve plein d'autres quand on fouille un petit peu mieux. Et donc les gens sont très inquiets. Et donc finalement, préserver la biodiversité n'est pas forcément une opportunité pour l'emploi, c'est aussi une contrainte. Et donc, on trouve des déclarations de... Voilà, le courrier Picard, c'était la FDSEA. Bon, FO, vous savez qui c'est. Et dans Le Monde, là, c'était juste le journaliste qui racontait à quel point tout un tas de lobbies industriels ont fait tout leur possible pour essayer d'édulcorer, pour ne pas dire de trahir l'esprit de la loi sur la protection de la biodiversité. Donc, la dernière, j'ai fait semblant de dire, quelqu'un a dû dire ça, mais je l'ai vraiment entendu de la bouche d'une ministre qui est toujours en poste, mais comme ça, je n'ai pas voulu laisser de traces écrites et filmées qui laisseraient penser que je lui veux du mal. Mais effectivement, elle a dit ça en pleine séance jointe du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité et du CNPN. Et les politiques sont infiniment sensibles à ça. Ce n'est pas qu'elle est moins bonne que les autres. C'est quelque chose de très sérieux pour eux. C'est pas parce qu'ils sont moins intelligents que nous, c'est parce qu'ils sont sans arrêt amenés à rendre des comptes devant les gens qui les réalisent ou qui les approuvent, etc., quotidiennement. Et donc, effectivement, quand on le dit quelque part, on perd 240 emplois, ils savent qu'ils vont le prendre en plein visage aux 40 prochaines réunions publiques, et donc ça leur fait de la peine. Évidemment, la réponse qu'on peut leur donner, vous savez, cette espèce de proverbe médiatique qui traîne partout, c'est on entend un arbre qui tombe, on n'entend pas la forêt pousser.
C'est-à-dire 240 emplois, c'était l'usine qui fait des bouts rouges à côté d'ici. Hein. Donc maintenant, ça y est, je me suis lâché. Donc, on est dans la région. À côté de ça, on peut penser qu'en protégeant la biodiversité, il y a des milliers d'endroits où on va libérer des énergies, favoriser des initiatives et compagnie. Malheureusement, il n'y en aura pas 240 au même endroit le même jour. Donc, c'est moins bon pour la presse, donc moins bon pour les gens qui nous représentent dans un système de démocratie représentative que je n'imagine pas qu'on remette totalement en cause aujourd'hui. On va à la suite. Donc, j'ai essayé de me poser la question en 3 temps. C'est premièrement pourquoi la biodiversité, la protection de la biodiversité peut créer des emplois. Deuxièmement, pourquoi elle peut en détruire. Et d'essayer de faire une synthèse dont je n'avais pas vraiment les moyens pour dire bon, comment on fait des additions et des soustractions et est-ce qu'on arrive à quelque chose de crédible. Alors, comment la biodiversité peut créer des emplois? Je pense que les précédents orateurs ont été bien meilleurs que moi là-dessus. Hein. Il y a 2 grandes voies. Hein. Premièrement, ça suscite des activités nouvelles ou ça en préserve, je ne sais pas. Aller faire du canyoning dans un torrent pollué, il y a moins d'amateurs, donc autant qu'il soit en bon état. Enfin voilà, vous avez vu où on est autour d'où, je crois que ce n'est pas la peine de développer. Et puis aussi, il y a tout le côté innovation de procédés auquel Emmanuel est très sensible depuis que je le connais, moins longtemps que vous peut-être, mais quelques années quand même, ou sur le biomimétisme, ou sur tout ce genre de choses. Oui, on peut essayer de produire par d'autres façons qui vont, alors, soit singer la biodiversité. Vous savez, il y a une ambiguïté dans le biomimétisme, c'est que si on arrive vraiment à faire du bon biomimétisme, on doit pouvoir se passer de l'original. Hein, donc, faites attention à ça, c'est un peu à double tranchant. Une fois qu'on maîtrise totalement, hein, bon, voilà, il y a toujours des technologues un peu trop optimistes qui disent, une fois qu'on fait des copies, hein, à l'Académie des sciences, où il y a quand même des gens qui défendent le point de vue qu'on n'a rien à... Et encore pire, à l'Académie des technologies, là, ils ont même produit un communiqué. Il y a des gens pour dire... La biodiversité, ouais, ça doit être un peu embêtant de la perdre, mais si vous nous foutez la paix, de toute façon, demain, on saura la recréer, alors laissez-nous avancer plus vite. C'est une position défendue par des gens qui sont à l'Académie des sciences et des technologies, pas une espèce de fada. Voilà. Enfin, ou alors, s'il y a des fadas dans ces instances-là, je vous laisse la responsabilité. Donc, où j'en suis où dans mon temps, là, je bavarde. Ok. Donc, il faut que j'avance un petit peu là-dessus. Je pense que c'est clair. Un point important, c'est que une grande partie des emplois qui se développent avec la biodiversité passent par des initiatives publiques. Et je vais en parler tout à l'heure, ça peut poser un petit problème. Mais avant ça, je voulais vous dire qu'on trouve plein de rapports dans les agences gouvernementales qui font des décomptes des emplois verts, emplois liés à la biodiversité. J'avoue que je n'ai pas lu le rapport du 16 que j'ai cité tout à l'heure, parce que je l'ai découvert cette semaine en préparant mon intervention, donc je n'ai pas eu le temps de le lire. J'avais lu les précédents, et donc ils sont tous sur la même trame, c'est-à-dire on décompte les gens qui ont une activité directe ou indirecte avec la biodiversité. Donc ça va depuis les gardes moniteurs des parcs jusqu'aux paysagistes qui vous recréent ça dans le jardin, enfin, ou qui vous le vendent au coin de la rue. Est-ce que ces trucs-là créent de l'emploi ou en perdent? C'est pas clair du tout. Et on arrive à peu près à 500 000. Hein. Le dernier que j'ai lu, c'était 432, mais c'est des chiffres de 2012. Et comme ça augmente de 4% par an, on a dû dépasser le demi-million aujourd'hui. Ça ne prouve en rien qu'on crée de l'emploi. Si chaque fois qu'on crée un emploi de fonctionnaire qui protège la biodiversité, le coût d'opportunité des fonds publics fait qu'on a perdu 2 emplois dans le privé parce qu'on a augmenté la charge des impôts, vous voyez où je veux en venir? C'est d'ailleurs sur mon slide suivant que j'en parle. Ah non, raté, c'était plus loin, tant pis. Bon, alors... Je saute. Alors, on fait ces points-là. Il y a deux types d'effets qui font que protéger la biodiversité peut coûter des emplois, hein, qu'on peut séparer, parce que quand même, je me rappelle que je suis devenu économiste, en effet domestique et effet international. Donc, à l'intérieur d'une économie qui serait fermée, vous savez, en gros, les pays riches ils sont tous potes, et au niveau de l'Europe, on décide d'être super ambitieux en matière de biodiversité. Déjà, ça va nous coûter des emplois, avec 2 ou 3 mécanismes. Premièrement, dans certains cas, en tout cas, au moins tout le temps qu'on arrive à produire pour moins cher avec des nouvelles techniques, ça va accroître les coûts de production. En accroissant les coûts de production, les prix vont augmenter. Si les prix vont augmenter, la demande globale va se réduire, puisqu'on mettra plus d'argent. Enfin, vous savez, il y a 2 effets. Enfin, je ne vous fais pas un cours d'économie, mais ça marche comme ça. Et donc, à la fin, on risque en tout cas d'avoir moins d'emplois.
Deuxième effet, mais certaines activités qui vont devenir interdites, ou pire, qu'on va délocaliser chez des gens moins regardants. Hein, vous savez, l'empreinte écologique des pays qui importent quelques millions de tonnes de soja brésilien, évidemment, elle peut être plus grande que la surface du pays. Et enfin, on peut aussi imaginer que ce sont des contraintes techniques qui vont impliquer, par exemple, qu'on n'est pas capable de le faire chez nous. Hein. C'est-à-dire, si demain, le type de ressources bio dont on a besoin, c'est une ressource tropicale, ben on ne la fera pas pousser en France, hein, ou bien sous-marine, à faire des endroits qu'on ne maîtrise pas. Deuxièmement, la deuxième catégorie, c'est une économie ouverte, et je doute là aussi que dans la journée, on arrive à remettre ça en cause. Eh bien, en économie ouverte, c'est une perte de compétitivité. Si on se met à produire plus cher sur le territoire qui veut protéger la biodiversité que les autres, eh bien, petit à petit, on perd des parts de marché. Et puis un jour, on se met à créer des usines pour travailler pour le compte de celui qui nous a colonisés. Il y a plein de pays qui ont connu ça au 19e siècle. Il n'est pas absolument exclu que l'Europe le connaisse à la fin du 21e. Avant-dernier slide. Donc, je reviens sur mes... Comment est-ce qu'on peut essayer de faire un bilan? C'est épouvantablement compliqué, j'y suis pas arrivé. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur des mécanismes qui, à l'intérieur des politiques de la biodiversité, sont positifs ou négatifs en faveur de la création d'emplois? Eh bien, le premier, c'est celui que j'ai décrit trop tôt, donc je vais pouvoir le sauter. Hein. C'est l'idée que lorsque la protection passe par une action publique, il y a un mécanisme qu'on appelle le coût d'opportunité des fonds publics qui fait que quand de l'argent passe par une instance publique, cette instance publique a dépensé de l'argent pour le récolter. Hein. Il faut tout un système de prélèvement, le ministère des Finances ou l'équivalent, pour le répartir avec des discussions budgétaires et compagnie. Et donc, il y a un coût spécifique lié aux fonds publics, de travaux, y compris dans mon labo, pour estimer combien ça pourrait être, entre 8 et 15% selon les conditions dans lesquelles on le fait. Donc, ce mécanisme-là crée un effet d'éviction entre emploi public et emploi privé, ce qui permet à tous les gens très libéraux de sans arrêt sauter sur leur chaise en disant quand on crée un emploi de fonctionnaire, on fait disparaître un emploi et demi dans le privé. Alors, il y a une dimension idéologique, mais ce n'est pas totalement faux. Deuxièmement, face à ça, il y a eu un grand débat qui se retournait non pas sur la biodiversité, mais sur le climat à la fin des années 80, début 90, qui était le concept de double dividende. Quand on crée une politique de la biodiversité qui passe par de la fiscalité, fiscaliser sur les prélèvements de ressources en mer, par exemple, pour un sujet actuel, mais qui à moyen terme pourrait s'élargir très largement, eh bien, on peut avoir un effet qui est on va avec ça alimenter les ressources de l'État en substitution d'autres ressources qu'on appelle distorsives, dans un joli mot franglais, qui veut dire qu'on va perturber l'efficacité allocative des marchés. Et donc le fait qu'on finance les services de l'État à travers une taxe sur les ressources naturelles, plutôt qu'en taxant le travail, les profits, l'investissement, ça va relancer l'économie en orientant l'investissement vers des endroits plus productifs que depuis les ressources naturelles. C'est un grand débat dans lequel je ne peux pas rentrer. L'état du débat scientifique aujourd'hui, c'est de dire l'effet existe sans doute vraiment, il est un petit peu compliqué à définir et il dépend largement de la forme sous laquelle on le met en œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité générale qui marche tout le temps, mais si on le fait intelligemment avec des formes de prélèvement subtiles, ça marche bien. Ce qui m'amène à mes conclusions en dépassant un tout petit peu le temps prévu, c'est que les approches économiques classiques, qui font du calcul, de la macro, des comptes, ont beaucoup de mal à saisir ce dont nous avons entendu parler depuis ce matin et que j'ai mal remis dans mon troisième slide. C'est-à-dire cette idée que ce à quoi on assiste, c'est un changement de forme, un changement dans la nature, la façon de produire, la façon de s'organiser. C'est quelque chose qu'on ne sait pas bien attraper avec des statistiques nationales, avec des trucs et des machins que les instances économiques gèrent. Et donc, c'est une vraie difficulté pour permettre, dans un système de démocratie représentative, à faire que les élus soutiennent à fond le genre d'initiative dont on parle ce matin. Alors évidemment, ils peuvent y aller par conviction personnelle, mais c'est un frein important. Ce qu'on peut leur donner comme élément plus fort, c'est peut-être au niveau de la qualité. Alors, non pas la qualité de vie, mais aussi la qualité des emplois. C'est-à-dire finalement, dans ces rapports un peu tristes qui comptent des emplois et qui à la fin ne savent pas trop comment conclure, il y a quand même quelque chose, c'est que la vie quotidienne d'un agriculteur qui fait de l'agroécologie est plutôt plus sympa que l'agriculteur qui s'empoisonne en mettant des pesticides. Moi j'habite dans une région viticole, vous savez peut-être que la vigne est de très loin la culture qui reçoit le plus de pesticides, et donc c'est là où les viticulteurs sont le plus souvent malades, qui développent des maladies spécifiques, et voilà, ils en sont conscients, il n'y a pas besoin d'aller dans un noyau d'écolos militants pour rencontrer des gens qui souffrent de ça et qui se remettent en cause là-dessus. Donc, cette idée que la qualité des emplois, la qualité de vie, et puis la qualité des emplois, c'est-à-dire plus qualifiés, plus excitants et compagnie, est sans doute un argument plus fort à mettre en avant
que le fait qu'on soit capable, à un horizon prévu, d'avoir des statistiques qui montreraient qu'on a déjà de grands succès, en tout cas, sans doute avant assez longtemps. Et donc voilà, je conclue en disant qu'il faut trouver des formes innovantes pour faire avancer tout ça. Et peut-être, c'est là, je pense, un début des inspirations, il faut renforcer le désir d'y arriver, c'est-à-dire le désir d'avoir de nouvelles solutions. Et donc, comme on dit à la fin d'une messe catholique, ite missa est, c'est-à-dire à la sortie de ces 2 jours, on va tous partir en mission pour essayer de faire avancer les choses. Je vous remercie.